Près de 10 ans après le rapport Fischer, la France a accompli des avancées significatives en matière de politique vaccinale. L'adhésion à la vaccination se stabilise à un niveau élevé, avec 75% des Français se déclarant favorables à la vaccination. Pourtant, derrière ces chiffres encourageants persistent des fragilités. Plus de la moitié des Français s'estiment mal informés sur les vaccins recommandés. Les populations à risque méconnaissent souvent leur statut et des disparités socio-économiques marquées subsistent. Bienvenue sur Parole de médecin, le podcast du Conseil national de l'Ordre des médecins qui vous propose des conseils croisant les dimensions juridiques, déontologiques, techniques et communicationnelles pour mener à bien votre mission de santé publique. Cette première saison est consacrée à la vaccination, un enjeu majeur de santé publique, en constante évolution et qui demande d'adapter vos pratiques. Je suis Charline de La Fontaine, journaliste spécialisée en santé. À mes côtés, les docteurs Hélène Armand-Hiché et Sidney Seban, respectivement médecins généralistes et pédiatres. Tous deux sont élus de l'Ordre et co-auteurs d'un rapport destiné à vous accompagner sur la vaccination, pour argumenter vos décisions, orienter vos conduites, documenter vos actions et harmoniser les pratiques sur le terrain. Dans ce deuxième épisode, nous nous emploierons à comprendre et agir face à l'hésitation vaccinale. Comment renforcer la confiance vaccinale tout en respectant l'information éclairée et le consentement libre ? Quels outils concrets peuvent être déployés au quotidien dans les cabinets médicaux ? Pour rendre ces questions plus concrètes, je vous donne la parole, Dr Armand-Hiché. Les inquiétudes autour de la vaccination vous sont certainement familières. Pourriez-vous nous raconter les situations auxquelles vous êtes le plus souvent confrontés dans votre pratique ? Beaucoup de mes patients souffrent de maladies chroniques. Je pense au diabète ou à l'hypertension. Et effectivement, un certain nombre d'entre eux doutent du bien fondé des vaccins contre la grippe ou le Covid. Ils me disent « Je fais mes injections d'insuline tous les jours, je prends mes médicaments. Et on me dit qu'il faudrait encore me piquer ?» Beaucoup craignent également que le vaccin les fatigue ou déséquilibre leur maladie. Et alors Hélène, comment tu réagis ? Eh bien, j'adopte un ton empathique et rassurant et je leur dis que c'est une question très légitime. Mais je leur explique que ces vaccins sont justement là pour les protéger, qu'avec un diabète, leur organisme réagit moins bien face aux infections et qu'une simple grippe peut déséquilibrer leur glycémie et même entraîner une hospitalisation. Bref, que le vaccin n'est qu'une injection de plus, mais qui peut leur éviter de graves complications. La plupart du temps, après ces explications, mes patients acceptent de se faire vacciner. Et oui, la manière dont l'information est donnée et expliquée peut transformer l'hésitation en adhésion. Docteur Armand-Hiché, pour bien comprendre le contexte, est-ce que vous pourriez nous partager un état des lieux de l'adhésion vaccinale en France ? Est-ce qu'elle est aussi préoccupante qu'on le dit parfois ? Malgré une amélioration globale de l'adhésion vaccinale, des disparités importantes persistent. En 2023, 84% des Français se déclaraient favorables ou très favorables à la vaccination en général, un pourcentage en hausse depuis 2019. Mais on note des disparités socio-économiques persistantes. Les populations défavorisées restent les plus réticentes. Il y a une couverture vaccinale des seniors qui stagne à faible niveau. C'est un enjeu crucial car les seniors concentrent la morbidité-mortalité des infections évitables. Beaucoup de personnes à risque ne savent tout simplement pas qu'elles sont à risque. 39% des femmes enceintes l'ignorent. 43% des personnes qui ont une maladie chronique, notamment le diabète, l'ignorent et ignorent qu'elles sont à risque. Donc il y a bien une véritable sous-estimation des risques par la population, notamment les plus à risque. Il faut donc conseiller aux professionnels de santé le ciblage des populations vulnérables, identifier activement les personnes à risque, comme les seniors, les femmes enceintes, les patients ayant une maladie chronique, comme le diabète, les patients ayant une immunodépression, et porter une attention particulière aux populations défavorisées. Il y a aussi la question de la perception du rapport bénéfice-risque. Certains patients minimisent les risques des maladies et ou surestiment ceux des vaccins. Docteur Seban, comment ces biais se manifestent-ils dans le dialogue vaccinal et surtout comment les professionnels peuvent-ils les repérer ? C'est vrai que l'hésitation vaccinale ne repose pas toujours sur un manque d'information, mais souvent en fait sur des mécanismes psychologiques de représentation ou de perception, qui s'appellent les biais cognitifs. Bien les reconnaître permet en fait d'adapter sa communication et établir en fait un dialogue constructif. Alors je peux vous en illustrer 3 parmi les plus fréquents. Alors le premier, c'est le biais de Dunning-Kruger.
L'idée centrale de ce biais, c'est en fait la surestimation. Alors c'est par exemple le patient très sûr de lui qui affirme avoir tout compris au vaccin. Si vous lui posez 2 questions basiques sur l'immunité collective et l'efficacité du vaccin antigrippal, vous allez vite révéler des connaissances qui paraissent approximatives. Alors vous pouvez repérer ce type de biais par des affirmations catégoriques, sans source fiable. C'est classiquement le « j'ai fait mes propres recherches » ou « votre vaccin ne sert à rien, docteur ». Alors comment vous allez répondre ? Alors, il faut déjà valider en fait l'effort. C'est super que vous vous intéressiez à ce sujet, c'est important de se renseigner. Posez les questions ouvertes. Quelles sont les informations qui vous ont le plus marqué ? Proposez un échange. Vous savez, la science, ça évolue vite. Je peux vous donner des informations peut-être plus récentes. Alors pourquoi ce positionnement marche ? Vous évitez le conflit en reconnaissant sa propre démarche, tout en ouvrant une porte vers des informations qui sont validées. Donc l'objectif, c'est d'amener la personne à se questionner sur ses propres certitudes. Mais dis-moi Sidney, il y a un deuxième biais, non ? C'est celui de complaisance. Oui, le deuxième biais, c'est le biais de complaisance. C'est le « ça n'arrive qu'aux autres ». Exemple concret, Madame L, 62 ans, diabétique, qui vous dit « la grippe, mais je l'ai déjà eu, docteur, c'était rien du tout ». Simplement, elle oublie que son âge et son diabète aggravent les risques de complications. Elle oublie que la dernière fois, elle avait peut-être eu de la chance aussi, parce qu'elle est tombée peut-être sur une souche de grippe moins virulente, ou parce qu'elle avait à ce moment-là une bonne résistance personnelle. Alors comment vous allez lui répondre ? Utilisez des chiffres, ok, mais avec empathie. Je comprends que votre expérience passée vous rassure, mais savez-vous qu'en France, la grippe tue entre 3 000 et 10 000 personnes par an, surtout après 65 ans. Votre situation, madame, a peut-être changé depuis la dernière fois. Votre diabète vous expose à plus de risques. Si vous voulez, on peut en parler. En fait, il faut essayer de rendre le risque concret. Si je vous disais qu'il y a une chance sur 10 que la grippe vous envoie à l'hôpital cette année, est-ce que ça vous ferait changer d'avis ? Alors vous pouvez rajouter une petite astuce. Évitez les phrases anxiogènes. Vous allez finir à l'hôpital. Préférez, le vaccin réduit le risque de 60% d'aller à l'hôpital. Ça vaut le coup d'y réfléchir, non ? Laissez du temps. Pas trop non plus, car le principe de vaccination, c'est d'être protégé avant d'être exposé. Alors, il y a aussi un dernier biais, Hélène, c'est le biais de disponibilité. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce biais, c'est ce qui me vient directement à l'esprit est forcément la réalité. Je vous donne un exemple concret. Votre patiente se souvient de sa voisine qui a eu 39 après le vaccin contre la grippe. En revanche, elle ne connaît personne dans son entourage qui a été hospitalisé pour la grippe cette année. Résultat, le vaccin est plus dangereux que la maladie. Alors pourquoi une telle perception ? En fait, notre cerveau donne plus de crédit à ce qui est médiatisé, les effets secondaires, et sous-estime ce qui est invisible, les maladies évitées grâce au vaccin. Alors comment on peut se positionner ? Il faut essayer de rééquilibrer la balance. Vous avez raison, votre voisine a eu de la fièvre. C'est une réaction normale, signe que son système immunitaire travaille. Mais savez-vous que pour une personne avec cet effet bénin, des centaines évitent une hospitalisation grâce au vaccin ? J'aimerais maintenant aborder avec vous la question des obligations vaccinales. Renforcent-elles ou fragilisent-elles la confiance du public ? Qu'est-ce que disent les études, docteur Seban ? Vous avez raison, l'obligation vaccinale, c'est un sujet extrêmement sensible, voire clivant. Bon, on va se concentrer sur la question précise de l'adhésion. Les données quand même sont claires. L'obligation augmente la couverture vaccinale, mais l'adhésion dépend de la manière dont elle est appliquée. Alors si on prend les faits, en France, l'extension à 11 vaccins pédiatriques en 2018 a stoppé l'érosion des couvertures vaccinales observées les années précédentes. Et on a même gagné quelques points sur un certain nombre de vaccins. Donc sur ce plan, l'obligation est indéniablement un levier qui a été très efficace pour mettre à jour effectivement les couvertures vaccinales en France. Mais l'obligation ne crée pas automatiquement de l'adhésion. Elle peut aussi générer de la résistance, comme on l'a vu dans certains pays où l'obligation a nourri des mouvements anti-vax. Ou bien le contexte du pass sanitaire Covid qui a cristallisé en France d'assez fortes tensions. Autrement dit, l'obligation, elle agit sur les comportements, mais pas forcément sur les convictions. Alors pour répondre complètement, je dirais que l'adhésion, ça dépend aussi du type de vaccin. Les vaccins historiques, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, rougeole, sont très bien acceptés. Ils ont été intégrés en quelque sorte dans la norme sociale. Donc l'obligation ici, elle va renforcer une adhésion qui était déjà préexistante. Le vaccin contre l'hépatite B,
là, l'obligation se heurte le plus souvent à l'incompréhension. Pourquoi vous vaccinez mon bébé, docteur, contre une maladie a priori sexuellement transmissible? C'est ce qu'on entend assez souvent. Un père me demandait récemment cela. En fait, beaucoup de personnes ignorent que le virus de l'hépatite B se transmet aussi par des contacts anodins, que la chronicisation de la maladie est d'autant plus grave que la contamination est précoce, par un phénomène d'ailleurs de tolérance immunitaire chez les plus petits. Dixit, l'immunisation que l'on va proposer immédiatement aux nouveau-nés de mères porteuses de l'antigène HBS. Que ce vaccin finalement évite des cirrhoses et des cancers du foie. Vous voyez qu'il faut en fait communiquer sur la raison d'être du vaccin, notamment si elle est mal comprise. En fait, dans ce cas-là, l'obligation peut être même vécue comme arbitraire. C'est là que la relation en fait avec le médecin est un levier d'adhésion majeur. Une étude d'ailleurs à ce sujet, réalisée par l'INSERM, montre que 70% des hésitants acceptent la vaccination si leur médecin leur recommande. Donc c'est un point essentiel. L'obligation, ça ouvre la porte, mais la conviction vient du colloque. Et l'élargissement des compétences vaccinales à d'autres professions, est-ce que cette mesure peut potentiellement être un levier d'adhésion vaccinale supplémentaire, Dr Armand Hiché ? Oui, je le pense. Il y a une extension des compétences et de nouveaux effecteurs qui vaccinent toute l'année sur une gamme plus élargie. Le HPV, la grippe, le DTP, le méningocoque et le pneumocoque. Il y a la relance de la vaccination HPV qui s'est faite dès 2023 et 2024 et celle du méningocoque qui démarre dès cette année. Enfin, la consultation de prévention aux âges clés proposée par la CPAM, la Caisse d'assurance maladie, dès 25 ans, 45 ans et 65 ans, inclut le point vaccinal systématiquement. Pour le carnet de santé de vaccination numérique qui est intégré à Mon Espace Santé, il faut qu'il y ait un meilleur suivi car pour l'instant, il est sous-utilisé. Alors les impacts, c'est une accessibilité accrue, une démarche facilitée, l'opportunité vaccinale qui doit être multipliée pour permettre l'instauration d'un réflexe vaccinal. Docteur Seban, quelle stratégie de communication fonctionne le mieux pour atteindre les publics hésitants sans pour autant les braquer ? Alors je vais essayer de vous livrer quelques pistes à la fois à poursuivre et puis d'autres qui sont à explorer. Premièrement, c'est cibler les messages et surtout les canaux de diffusion de ces messages. En gros, par exemple, pour les seniors, on pourrait imaginer des campagnes locales qui vont associer médecins et pharmaciens avec des messages typiquement comme « Vacciné, je protège mon autonomie et mes projets ». Par contre, à éviter et qui pourrait déboucher sur un braquage garanti, c'est « Vous mettez les autres en danger ». À privilégier peut-être des campagnes du type « 9 parents sur 10 vaccinent leurs enfants et vous ». Vous avez là un effet de norme sociale. On peut aussi diffuser des témoignages via des influenceurs crédibles, voire des influenceurs qu'on pourrait même nous-mêmes labelliser. Exemple, campagne Les Vaxeuses sur Internet pour démonter les messages des anti-vax. Ou bien utiliser des récits humains, par exemple la campagne de témoignage du nageur paralympique français sur sa méningite et sur les complications qu'il avait contractées à l'âge de 6 ans. On peut aussi lutter contre la désinformation. Alors, il faudrait coopérer en fait avec les plateformes. Par exemple, YouTube a annoncé et mis en place des politiques renforcées pour lutter contre la désinformation vaccinale, notamment la suppression de vidéos contenant des informations erronées sur les vaccins. Bon, résultat constaté, moins 11%, c'est modeste, mais c'est déjà un début. Et puis ici, il faudrait occuper le terrain, coordonner les actions des institutions, SPF, le Conseil national de l'ordre des médecins, l'Académie de médecine. Je pense par exemple à la semaine aussi européenne de la vaccination. On peut enfin essayer de privilégier au quotidien le contact humain. Les ateliers par exemple en petits groupes avec les soignants ont prouvé que 60% des soignants hésitants changeaient d'avis. Là aussi, c'est une publication de l'OMS en 2023. On peut enfin former les professionnels, notamment au maniement de l'entretien motivationnel qui permet de revenir à l'individu. Qu'est-ce qui vous inquiète ? En pratiquant l'écoute active. Alors Siné, qu'est-ce que tu leur dis lorsqu'ils expriment concrètement des hésitations à se faire vacciner ? En fait, j'utilise une petite technique en leur demandant de ramener le carnet de santé de leur enfance. En utilisant en fait le carnet de santé, je vais revenir sur les pages de la vaccination et leur dire, vous voyez, pour vous, quand vous étiez petit, tout s'est très bien passé.
Et donc, je vais capitaliser effectivement sur cette expérience positive. On s'approche de la fin de cet entretien. Aussi, quels seraient les 3 messages clés que vous souhaiteriez adresser aux praticiens vaccinateurs, Dr Armand Hiché, les fameux take-home messages? Oui, 3 messages clés. Le premier, la confiance, qui se construit dans la relation. Le lien de confiance entre le professionnel multiplie par 12 l'adhésion vaccinale. Un médecin convaincu est un médecin convaincant. Hésiter, ça ne veut pas dire refuser. Le plus souvent, il est lié à un défaut d'information ou de connaissance. Il faut privilégier l'écoute empathique, la validation des craintes et le dialogue doit être personnalisé. 2. Former et se former. Maîtriser les techniques d'entretien motivationnel, les approches éprouvées, centrées au patient. Se tenir informé des recommandations actualisées auprès de la Haute Autorité de Santé, de Santé publique France, de l'Académie de médecine. Utiliser les outils numériques, le carnet vaccinal numérique dans mon espace santé, avec, nous l'espérons demain, les rappels automatisés. 3. L'information éclairée et le consentement ne sont pas négociables. Respecter l'autonomie décisionnelle, même en cas de désaccord. La transparence sur le bénéfice et le risque, avec une reconnaissance des incertitudes. Et puis laisser du temps. Proposer un suivi plutôt que de forcer une décision immédiate. Convoquer l'histoire du patient et de sa famille. Et surtout, éviter le jargon médical en vérifiant la compréhension des patients. Docteur Sevant, je sens que vous avez envie de compléter. En pratique également, il faudrait systématiser la vérification du statut vaccinal à chaque consultation, parce qu'il y a des opportunités vaccinales à saisir, et c'est pour ça que le Conseil national de l'Ordre des médecins a beaucoup poussé sur la disposition, en tout cas, de vaccins dans nos cabinets. Il faut aussi peut-être afficher les recommandations vaccinales actualisées, par exemple, dans les salles d'attente. Et puis, on peut aussi conseiller de tracer systématiquement dans le dossier médical les refus ou les discussions vaccinales. Autant de bonnes pratiques que vous pourrez, chers auditeurs et auditrices, mettre en place dès demain dans vos cabinets. Hélène Armand Hiché, Sidney Seban, merci pour vos éclairages. Pour aller plus loin, nous vous invitons à poursuivre l'écoute de la première saison de Paroles de médecins, le podcast du Conseil national de l'Ordre des médecins, avec le 3e et dernier épisode qui sera consacré à un sujet sensible, les fausses attestations de vaccination et les certificats de contre-indication abusifs. Ces épisodes sont disponibles sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Si vous souhaitez approfondir votre réflexion sur la vaccination, nous vous encourageons également à consulter le nouveau rapport du CNOM destiné à vous accompagner sur ce sujet. Vous trouverez le lien vers ce rapport en commentaire.